on va parler de pédagogie active, de pédagogie innovante peut-être. Je vous laisserai en juger à travers des propos de mes collègues et de moi-même. Peut-être une première anecdote en ce qui concerne la pédagogie active. Alors, j'ai participé au montage d'un service universitaire de pédagogie dans mon université, à Pau. Et on voulait faire les choses en tenant compte de l'avis du public, enfin notre public, donc les enseignants. On fait un questionnaire pour savoir un petit peu de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir comme offre de formation pour l'accompagnement professionnel. Dans ce quiz, il y avait une question du genre, attendez que je me rappelle, avez-vous des formes de pratique, enfin pratiquez-vous des formes de pédagogie active? Lesquelles? Un enseignant répond, bien sûr que je pratique la pédagogie active. Elle est même toujours active, ma pédagogie, sinon ça voudrait dire que je dors en cours. Ah, vous n'avez pas compris? Bon, j'y reviendrai après, c'est pas grave. Non, parce que on a prévu de parler de pédagogie active, donc après vous saurez ce que c'est. Je la raconterai à la pause. L'activité, on va retenir de ça que, bien sûr, il s'agit de l'activité de l'étudiant et pas l'activité de l'enseignant. Quand on parle de pédagogie active, il ne s'agit pas de gigoter sur scène, mais bien de mettre en activité l'apprenant. Alors, une deuxième anecdote. Je vais vous parler d'un article que j'ai lu de John Hattie, qui est un chercheur néo-zélandais. Et John Hattie donc, a fait une méta-analyse, enfin une méta-analyse, deux méta-analyses d'enquête. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, des gens font des enquêtes. Il a recensé 50 000 enquêtes, imaginez, en éducation, 50 000 enquêtes qui ont été couvertes par 800 méta-analyses. Et lui, il a fait l'analyse de ça. Donc ça couvre, je crois, 2 500 000 élèves. Et il a fait un classement des facteurs de réussite scolaire, avec tout ça. Alors je lisais ça, buvant mon café, je me dis, waouh, quand même une liste qui dit au prof exactement ce qu'il faut faire pour réussir, ou pour faire réussir. Premier critère, devinez? Ah, premier critère, alors qu'est-ce que c'était déjà, j'ai oublié. Ah oui, si, c'est donner du feedback. Feedback, ça vous parle? Donc feedback, alors en anglais, ça veut dire rétroaction, ça veut dire que quand... en fait, ça veut dire qu'il faut que je donne la parole à mes étudiants pour que je puisse comprendre où ils en sont dans leur progression, les évaluer et voir ce que je peux leur dire de faire pour aller plus loin au-delà de leurs erreurs. Donc ce feedback, faites-en plus, et notamment de l'évaluation formative, c'est-à-dire durant la formation, puisque c'est le meilleur critère pour augmenter la réussite étudiante, augmenter le feedback. Alors je vois ça, je dis ok, dans mes cours, je vais faire plus de feedback. Deuxième paramètre, c'est, comment dirais-je, augmenter la considération que vous avez de vos élèves, ou du moins leur faire comprendre que quelque part, il y a une relation humaine qui peut s'instaurer. Donc augmenter la considération. Alors je me dis, mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Alors, en lisant des commentaires de gens, il y en a qui disaient, oui, alors finalement je me suis mis à plus dire bonjour de manière individualisée, bonjour, au revoir, augmenter la relation humaine, parler avec les étudiants, et quelque part s'intéresser un petit peu à leur vie en dehors du campus ou de la classe. Bon, je me dis, ok, on va faire ça. Donc j'arrive en cours, je me mets devant mes étudiants et je leur dis bonjour. Tout à l'heure c'était mieux. Je pensais que vous alliez être échauffé. Vous allez bien? Vous allez bien? Bon, et donc, quelque part, en faisant ça, effectivement, je me suis rendu compte que mes étudiants devenaient moins froids, en fait. Un peu moins froids et un peu plus concernés. Bon, ok. Peut-être que ça les a mieux aidés à réussir, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, si John Hattie le dit, c'est que quelque part, il doit y avoir un fond de vérité. Alors, quand on dit pédagogie active, pédagogie innovante, on parle souvent de concepts comme think outside the box, c'est-à-dire, quelque part, sortir du cadre. Alors, sortir du cadre, c'est pas facile. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que,
En général, on est conditionné par un cycle de pensée qui est court, c'est-à-dire un peu instinctif, et on va pas assez souvent, en premier lieu, dans un cycle long qui passe par le cortex. Et si vous voulez, on peut faire une petite expérience de ça, pour savoir déjà si on a cette proportion-là à quelque part prendre des raccourcis ou réfléchir. Alors pour ça, par contre, je vais avoir besoin de vous. Et cette expérience-là consiste en fait à se mettre debout et à mettre les bras devant soi. Alors si possible sur le côté, parce que devant vous, en fait, vous n'allez pas avoir la place. Donc il faut que vous vous trouviez, alors mettez-vous, voilà, par exemple dans ce sens-là. Voilà, comme ça. C'est pas compliqué, vous allez voir, c'est sans danger. Enfin, a priori, hein, c'est sans danger. Voilà. Vous êtes vraiment super, hein. Bravo, la Tunisie, hein, moi je dis. Voilà, donc comme ça. Et donc l'objectif maintenant, ça va être... Alors faites attention d'avoir un tout petit peu de place devant vous pour pas vous faire de problème. Hein. C'est-à-dire, voilà, espacez-vous. Et l'objectif maintenant, c'est de toucher votre pied droit. Allez-y, touchez votre pied droit. Touchez votre pied droit. Non mais allez-y, c'est une expérience, une vraie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, merci, merci. Vous êtes super. Alors, le problème, c'est que vous manquez de place, donc ça fausse l'expérience. Normalement, il faut se pousser, prendre de la place. Parce que ce qui se passe souvent, alors moi, je ne veux pas bien vous le montrer, parce que sinon, je vais me casser le dos, mais ce qui se passe le plus souvent, c'est que les gens font ça. Oh! Et d'ailleurs, j'en ai vu qui l'ont fait. Vous vous reconnaissez, là. J'en ai vu, même par là. Oui, vous, oui. Bon. Circuit court, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, et bon, finalement, on se penche, on va chercher le pied. Et puis, quelque part, vous avez les petits malins qui se disent, c'est une tâche, ça. Qui dit tâche, dit réflexion. Je vais faire un cahier des charges pour mettre ça au point. Donc, ce cahier des charges consiste à dire, alors, il faut que je sous-traite telle partie à quelqu'un qui est plus compétent que moi. Puis, au final, eh bien, la meilleure méthode, ça va quand même être celle-là, quoi. D'accord? La moins fatigante. Surtout que, je vous signale que vous n'aviez pas beaucoup de place. Bon. Donc, quelque part, quand je mets en place un circuit de réflexion sur une tâche, on peut l'envisager de différentes manières, mais le problème, c'est que souvent, on se laisse aller à la méthode qui vous semble la plus simple, la plus évidente ou la plus rapide, c'est-à-dire celle qui nécessite le moins de réflexion. Et il suffit qu'on engage un processus de réflexion pour qu'en fait les choses changent. Et quelque part, aller vers l'innovation, c'est ça. C'est-à-dire ne pas rester dans un cadre où on fait toujours la même chose, et puis se dire, ouvrons notre esprit à d'autres formes, à d'autres moyens. Réfléchissons-y, tout simplement. Donc ne pas se laisser dominer par l'instinct. Donc, think outside the box. Alors, je vous propose maintenant un schéma un peu plus classique. On va revenir à notre fil continu d'information. Et l'objectif, dans un premier temps, c'est de faire un rapide historique en éducation. Donc, le numérique, qu'est-ce qu'il nous a apporté? On verra, bon, quelque part, c'est une des révolutions de l'humanité, mais il y en a eu avant. Et au final, on commence par l'écriture avec ces tablettes archaïques retrouvées en Mésopotamie. Donc ça, c'était quand même il y a 6000 ans. Et il nous a fallu 2000 ans pour avoir les premières œuvres littéraires. Hein, donc là, c'est le cycle de temps qui m'intéresse, 2000 ans. Après, il a fallu 3500 ans encore pour qu'on en arrive à diffuser plus vite et en masse le savoir à travers Gutenberg et son imprimerie moderne. 3500 ans quand même. Et puis, si on regarde maintenant le cycle d'innovation, donc on est passé par une forme scolaire qui est maintenant semblable à celle de l'école laïque de Jules Ferry. Donc là, c'est ce qu'on connaît maintenant dans nos classes, hein, grosso modo. Alors peut-être pas partout dans le monde. Là, je vais parler un petit peu plus de la France, puisque c'est quand même un peu plus là que j'enseigne. Mais bon, donc ça, c'est 133 ans. Alors, je reviendrai un tout petit peu dans le temps tout à l'heure, mais là, on rend l'enseignement primaire public et gratuit de 6 à 13 ans. Donc, quelque part, on forme en masse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on peut diffuser de l'info en masse. Là, on forme en masse. Oh, une université en 67, moi je la trouve mignonne cette photo, parce que bon, tout le monde est là, avec un beau sourire, et puis la motivation à apprendre. Bon, des fois ça change, hein. Dans vos classes, je ne sais pas si vous regarderez. Et là, on a l'omniprésence du papier, hein, et c'était qu'il y a 48 ans. Donc, un cycle d'évolution rapide.
Hein, là, tout le monde a du papier, tout le monde a du livre, c'est pas un souci. Et maintenant, ça pourrait plutôt être quelque chose comme ça. Et on a quelque part pas mal d'écrans devant nous, et puis on se demande ce que font les étudiants. Est-ce qu'ils suivent le cours? Est-ce qu'ils discutent entre eux? Est-ce qu'ils se distraient? Bon, sans doute un peu des trois. Facebook? Peut-être? C'est sans doute pas totalement faux. Alors, ça nous amène à nous demander, est-ce qu'on est dépassé un peu quelque part? Et je vous assure, c'est des t-shirts que vous pouvez acheter sur Internet, que les étudiants mettent. Alors, quel message ils nous envoient quand ils portent ça, à votre avis? Voilà. Alors moi, j'en ai pas vu encore, mais j'aurais été vexé quand même. Hein. Voilà. Jurassic Fac, Jurassic Prof. Si vous avez ça dans votre amphi, préparez-vous une petite phrase toute faite à dire quand ça vous arrivera. Moi, je l'ai préparée déjà, je vous la dirai à la fin pour ceux qui veulent la connaître. Ça sera le bonus. Donc, l'origine du cours magistral, très rapidement. Alors, je vous laisse lire. Comme ça, moi, je vais pouvoir boire un coup. Et je vous lirai juste la phrase en noir. Vous l'avez appris par cœur? Donc, on allait à l'école pour écouter le maître lire ses livres, lire les livres, afin de mémoriser l'information. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, à l'époque, effectivement, tout le monde n'avait pas de livres. L'école était là pour, en fait, permettre l'accès à la culture. Et, quelque part, donc, à travers le maître, pouvoir écouter le savoir qu'il lisait dans les livres. Bon. On en est resté un peu là quand même, hein. Il faudrait peut-être évoluer. Alors, je ne veux pas stigmatiser, il y a de tout dans les universités ou dans les écoles. On a peut-être encore trop, on va dire, une forme transmissive magistrale, peut-être encore trop. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever. Il y a de très bons cours qui se font comme ça, ce n'est pas un souci. Mais peut-être qu'on pourrait penser à juste un peu diversifier. Alors, ça existait déjà, ces formes de pédagogie active. Hein. Je vous renvoie en 1747, avec la classe de Pestalozzi, qui donc pratiquait en France l'école mutuelle. L'école mutuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une école dans laquelle on utilise les étudiants les plus avancés pour former les étudiants plus jeunes, moins avancés. Alors, à la base, et notamment en Angleterre aussi, avec les Bell Lancaster School, donc école mutuelle aussi anglaise, montée par ces deux personnes, l'objectif c'était de faire face à la pénurie de profs, tout simplement. Hein. Pas assez de profs, on utilise des élèves avancés pour former les moins avancés. Et donc en France, on a eu Pestalozzi qui faisait ça. Et donc là, on peut voir hein, sur cette gravure, hein, qui est censée représenter la manière dont l'enseignement se passait, des gens qui font, enfin des élèves qui font des activités diverses, un petit groupe ici, là, qui travaille à trois, tranquillement, un qui dort, là, bon, c'était autorisé aussi. Et puis ici, bon, pareil, des enfants qui jouent, et puis une maître qui s'occupe peut-être d'enfants un peu moins avancés, etc. Donc des activités diverses et variées. Et cette forme-là a été supprimée à peine une cinquantaine d'années plus tard par un ministre de Louis-Philippe pour remettre en fait l'enseignement classique tel que vous le connaissez aujourd'hui. On peut peut-être regretter cette décision ou pas, mais en tout cas, ce changement-là, il date des années 1830. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques paradoxes et en même temps les principes de l'apprendre. Donc retenez-les, ils sont puissants. Hein. Moi j'ai appris ça avec donc leurs auteurs, ou du moins des personnes qui ont recensé pas mal d'informations sur l'éducation et la manière de bien former, donc Serge Talbot et Claude Savard. Et quelque part, donc, ils nous proposent des synthèses qui sont très efficaces de ce qu'il faut faire. Et donc l'apprendre, c'est une décision volontaire. Donc c'est vrai qu'un élève qui ne veut pas, ça va être compliqué de lui faire apprendre quoi que ce soit. Apprendre demande de l'effort. C'est vrai que si on attend que ça se passe tout seul, ben moi j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Si l'apprendre se réalise par le sens et par de l'expérience, ça aussi c'est un vecteur puissant. Donnez du sens et appuyez-vous sur l'expérience, notamment pour la formation des adultes, ce qu'on appelle l'andragogie par rapport à la pédagogie. Hein. Voilà, bon, etc. Donc je ne vais pas toutes les lire. Et ce que je vous propose, c'est que sur les 5 premiers, je vais vous montrer à quel point ça peut être paradoxal. Bon, on est un peu limité par le temps. Et donc, quand on dit l'apprendre est une décision volontaire, premier principe. Deuxième principe, l'apprendre demande de l'effort. Et le souci, c'est que l'école a trop tendance à mettre l'étudiant dans une situation passive. Et on ancre trop ses habitudes de passivité et d'inaction. Et pour ça, on doit aller vers des formes de pédagogie plus actives.
Sinon, comment voulez-vous que la personne devienne volontaire, alors qu'on lui demande de rester assis, de surtout pas discuter, et puis d'écouter toute la journée? On n'est pas capable de le faire, nous, plus de 2 heures. Et comment voulez-vous qu'on leur demande de faire de l'effort en classe si la seule chose à faire, c'est d'écouter et de noter, c'est-à-dire de faire un travail de transcription, hein, ce qui n'est pas très, très intéressant. Alors là, il y avait une vidéo pour le deuxième paradoxe. Cette vidéo ne fonctionne pas, mais donc pour le théorème de Pythagore, là c'est carré égale a carré plus b carré, en fait on a le triangle au milieu qu'on ne voit pas très bien, et puis en dessous de deux rectangles, puisque quand on dit a carré, ben, finalement ça fait un carré, ça fait une surface. Et donc en fait, ces trous, quand on la fait tourner, on a les deux carrés bleus qui sont remplis d'eau bleue, qui se vident à travers le triangle jaune et qui viennent remplir le grand carré qui est au-dessus. Vous imaginez la roue qui tourne. Et donc en fait, on voit bien que ce qui est dans les deux petits remplit le grand, ce qui a tendance à démontrer visuellement l'équation qui est ici, l'égalité qui est ici, c carré égale a carré plus b carré. Je vous encourage à regarder cette vidéo sur YouTube, c'est assez bluffant, et je pense que pour imaginer un concept, c'est quand même assez puissant. Voilà. Bon. Alors, un autre exemple, hein, par exemple pour des maçons, leur faire vérifier facilement avec un mètre qu'un angle de mur est droit. Bon, il suffit de leur dire, bah, tu mesures 30 cm d'un côté, 40 de l'autre, 50 au milieu, et si tu as 50, effectivement, ton mur a un angle droit. Voilà. Donc c'est ce que les Anglais appellent « to bring knowledge to life », c'est-à-dire connecter le savoir que vous dispensez à leur vécu, ou du moins leur donner un savoir qu'ils vont pouvoir investir facilement dans leur vécu, et je vais y revenir. Alors, dans les paradoxes, l'apprendre se construit à partir de son style dominant. Là, on a des oppositions, c'est-à-dire que la science n'a pas encore franchement tranché. Bon, il est clair que si vous essayez de faire monter un poisson à un arbre, on va avoir du mal. Donc ça, c'était pour imager. Mais on est dans le domaine du neuromythe. Et là, je vous renvoie vers Steve Masson, qui a fait de très bons articles là-dessus, sur les neuromythes, c'est-à-dire des choses qu'on croit vraies, qu'on applique dans nos classes et puis qui au final ne produisent pas de résultats. Et là, en ce qui concerne les styles d'apprentissage, bon, il y a les opposants, et on a donc ceux qui font la promotion de certaines formes de styles d'apprentissage. Donc par exemple, Howard Gardner avec ses intelligences multiples, bon, qui a priori est moins contesté. Mais bon, tout ça, donc, c'est encore, on va dire, à l'étude. En tout cas, le constat que j'en dresse, moi personnellement, et la manière dont je l'applique, c'est qu'il vous faut davantage individualiser vos cours. C'est-à-dire qu'un élève a sans doute plus de besoins ou des besoins différents qu'un autre, et c'est à vous d'en tenir compte. Et là, on verra que les pédagogies actives, et notamment le numérique, sont des vecteurs très puissants pour arriver à faire cette individualisation-là. Sans le numérique, ça va être plus compliqué. C'est pas impossible. Alors, quand on parle de numérique, bien entendu, il faut quand même tenir compte que le numérique, c'est quand même une problématique de pays riches. Eh oui. Donc il y a des endroits où on va se poser moins de questions. Mais pour autant, revenons-en aux pays, aux régions, donc aux classes où on se pose la question. L'humanité numérique, de nos jours, nous montre qu'on est dans le numérique. Hein. Donc là, il n'y a plus de doute. Nos enfants, à 1 an, on aime bien les faire pianoter sur la tablette. On n'a pas forcément raison de le faire. Hein. C'est pareil, là, il y a des neurosciences qui nous disent attention, peut-être n'y allez pas trop vite. Nous vivons dans le numérique au quotidien, on est tous connectés à travers nos smartphones, et j'imagine que vous êtes en train de chatter, de Facebooker, tweeter, enfin, si le Wi-Fi marche. Il marche ? Super. Et donc, on est connecté bientôt, ou même maintenant, hein, vous pouvez acheter ça à travers nos chaussures qui nous guident, ça clignote là pour me dire tourne à gauche, tourne à droite, ça compte mes pas. C'est vrai, hein, c'est pas... Je vous jure, vous pouvez les acheter. Bon, bientôt, les Google Glass et les lunettes équivalentes, dessus, sur vos lunettes, vous avez de l'information en permanente en fonction de ce que vous regardez. Donc l'objet connecté, c'est vraiment une grande mode et un grand phénomène qui va impacter tout le monde. Donc bientôt, vos élèves ils seront connectés de partout, et il va falloir savoir comment on tiendra compte de ces objets connectés-là. Quand, par exemple, devant leurs lunettes, ils verront en live l'information que vous êtes en train de raconter, ils pourront la vérifier, ils pourront la commenter, ils pourront la compléter, ou ils pourront tout simplement chatter, rien qu'en clignant des yeux. Interdiction, ou au contraire amplification, parce que l'école a trop tendance à vouloir interdire les technologies plutôt que de les intégrer. Donc il va falloir que vous sachiez comment vous positionner entre l'interdiction et l'intégration. Apparemment, on pourrait faire plus de choses avec de l'intégration, judicieuse, encadrée. Alors l'humanité numérique, c'est aussi
le fait qu'on survit mieux avec le numérique. Hein. Je vous donne 3 exemples rapides. L'imagerie numérique qui nous a fait faire des progrès monstrueux en médecine, les prothèses qui nous permettent de faire marcher quelqu'un qui est handicapé, par exemple, ou d'amplifier la force pour des militaires. Et puis, un phénomène sociologique intéressant, c'est ces sites qui sont des réseaux sociaux en fait, pour les défunts, qui permettent de leur rendre hommage et de perpétuer leur image. Alors sachez aussi que Facebook le fait maintenant. Hein. Il y a eu un moment donné où on se posait la question de savoir si on supprimait un profil quand la personne était décédée, puis au final maintenant on le conserve, puis les gens continuent de l'alimenter aux anniversaires, etc. Donc il y a un phénomène autour de ça intéressant. La survivance numérique. Vu que le numérique est partout, pourquoi on n'apprendrait pas avec le numérique? Donc dites-le à vos détracteurs, les gens qui disent oui mais le numérique, on formait déjà avant, il n'y a pas besoin de numérique. Non, c'est vrai, il n'y a pas besoin. Mais pour autant, si on peut apporter un progrès et mieux former, pourquoi ne pas le faire? C'était la même chose quand le livre est apparu. Oui, mais avant le livre, on formait sans le livre. Oui, mais si ça peut aider, à un moment donné, il faut ouvrir l'esprit un petit peu. Voilà. Alors, bon, là, je vais passer vite là-dessus. Nos étudiants sont des hyper-connectés. C'est important de le savoir. Un Américain, il y a une enquête 2015 là, un Américain passe 9 heures à consommer du média numérique par jour. 9 heures. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que le loisir est numérique. Sachez-le, ça veut dire que l'ado, alors américain hein, pour le coup, on n'a pas encore d'études tout à fait identiques en France, mais les choses bougent énormément, il y a énormément d'enquêtes qui sont déclenchées dans tous les domaines du numérique. En Amérique, en tout cas, on peut dire, un ado passe quasiment l'intégralité de son temps libre, parce que là, quand je vous dis 9 heures, c'est pendant qu'il est à l'école, hein, en journée normale, pas le week-end, hein. L'ado passe quasiment l'intégralité de son temps connecté sur son écran. Son temps libre. Donc on peut en déduire que le temps libre est numérique. Donc c'est pareil, comment on fait ça? On interdit ou on intègre dans l'éducation? Bon, je vais passer sur le reste. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que c'est bien beau, on fait des belles généralités, etc. Mais est-ce qu'il y a des petits trucs qu'on peut intégrer rapidement dans nos cours? Par exemple, cette pyramide d'apprentissage, et puis c'est aussi inspiré de Wyman et Meyer-Henry. Donc, cette pyramide qui nous montre en fait que plus on a tendance à proposer quelque chose d'actif, quelque chose d'engageant, plus le taux de rétention va être important. Donc, juste écouter, c'est pas beaucoup. On va retenir à 10, 20% avec éventuellement une vidéo. Puis après, si on commence à aller vers de l'échange, de la parole ou de la pratique du laboratoire, là, on peut monter à 75% de taux de rétention. Et puis si on les met dans une situation d'enseignement mutuel, et j'en reviens à mon école de Pestalozzi tout à l'heure, école mutuelle, formation entre pairs, on les met en posture d'enseigner, là, on peut atteindre un 90% de taux de rétention, ce qui est quand même très intéressant. Donc quelque part, les mettre ne serait-ce que dans une situation de faire un exposé, avec un rendu, donc ils sont dans une situation, une posture d'enseignement, ils auront retenu 90% du message. Ça, c'est puissant. Alors du côté de l'étudiant, rapidement, un truc tout bête, vous diminuez la prise de notes. Ils ont autre chose à faire que prendre des notes. Enfin, de nos jours, je sais pas, vous savez, il y a déjà eu la machine à alcool pour faire les photocopies, mais maintenant il y en a qui marchent plus vite encore. Hein. Donc, diminuer la prise de notes, ça nous permettra d'augmenter facilement la disponibilité de l'élève. Et s'il est disponible, son temps, certes, vous allez dire, oui, il peut chatter plus sur Facebook, oui, certes. Mais si le cours est intéressant, il peut aussi augmenter la concentration et la participation. Ça peut aussi nous permettre d'augmenter l'interaction avec eux, parce que quand on parle de feedback, s'ils ne sont pas disponibles pour avoir du feedback, on ne peut pas avoir de feedback, on ne peut pas le mettre en place. Et tout ça, en fait, c'est une ascension vertueuse, puisque ça va avoir tendance à améliorer la considération. Vous vous rappelez tout à l'heure? Considération? Bonjour. Bon, je ne vais pas le refaire. Et avec tout ça, on va développer la motivation. C'est inhérent, hein. Tout ça, ça s'enchaîne. On va donner du sens. Si on ajoute du défi, on va vers l'action. Et là, grosso modo, on est dans une forme de pédagogie plus active. Alors je vous montre cette frontière entre vie scolaire et vie privée. Quand on commence à donner du sens et du défi, et qu'on pousse à l'action, ce qui se passe, c'est que la frontière école-vie privée, donc formation formelle, formation informelle et non formelle. Donc l'informel, c'est j'apprends sans m'en rendre compte dans la vie de tous les jours. Et non formel, c'est j'ai choisi d'apprendre, mais c'est pas à l'école, quoi. C'est-à-dire par exemple quand je suis dans un club, une asso, j'apprends à jouer aux échecs ou de la guitare. Bon, ça c'est du non formel. Bon, cette frontière-là a tendance à s'estomper, et notamment avec l'usage du numérique.
Parce que quand un élève est super motivé par ce qu'il vient d'apprendre en cours et qu'on lui demande un prolongement, ben, il ne va pas faire juste le strict minimum, il va s'investir. Et s'il s'investit, ça veut dire qu'il produit dans l'informel et le non formel, puisque du coup, on ne lui en avait pas demandé autant. Vous voyez? Donc on rend poreuse cette frontière-là. Donc les 3 dernières lignes du graphique de tout à l'heure, donner du sens, du défi, pousser à l'action, vous rendez poreuse cette frontière, et quelque part, vous investissez votre étudiant dans la tâche. Alors si on décrit rapidement le transmissif versus l'interactif, alors je ne veux pas stigmatiser, je ne veux pas dire il faut faire ça, c'est bien, et puis ça c'est nul, enfin ou l'inverse, peu importe. Il faut mixer, hein, il faut faire des deux. Mais par contre, ce que je veux vous montrer, c'est le distinguo qu'on peut faire et la richesse qu'on peut trouver dans une alternance de pratique. Donc quelque part, le cours transmissif, ben, il est linéaire, il se passe en classe, il est centré sur l'enseignant, c'est ce qui se passe là, voilà, c'est ici que c'est centré. Bon. C'est basé sur l'instruction, hein, c'est collectif, donc tout le monde a le même message au même moment, ou pas, s'il n'écoute pas. On transmet de la connaissance, l'enseignant est un transmetteur. Et donc là, on est dans une forme de pédagogie classique avec un scénario qui est plutôt répétitif, c'est-à-dire que d'un jour sur l'autre, ou d'un cours sur l'autre, on a à peu près le même scénario qui se reproduit. Alors tout à l'heure, je vais vous détailler comment on peut augmenter les scénarios. Le cours interactif, lui, il a tendance à être plutôt hyper lié, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités en même temps dans la classe, elles ne sont pas forcément dans l'ordre pour les mêmes étudiants. Ça peut se passer en tout lieu et bien entendu à distance, à la maison ou dans des tiers-lieux. Ça va être centré sur l'apprenant, c'est-à-dire que l'activité va être montée pour que mon apprenant apprenne et pas juste pour moi que je raconte et puis après je prends ma valise et puis je m'en vais. Donc je vais m'intéresser à sa manière d'apprendre et au message que je dois lui faire apprendre. Donc c'est basé sur la construction et la découverte, puisque je suis dans une pédagogie active, je le mets en action sur le savoir à manipuler, il faut qu'il bosse, qu'il en produise quelque chose. C'est plus individualisé, parce que pour le coup, comme c'est des ateliers, je vais pouvoir passer du temps avec ceux qui en ont le plus besoin, et puis les faire s'aider entre eux pour les mettre en posture, justement d'enseigner, et de passer aux 90% du taux de rétention dont je parlais tout à l'heure. Bon, là on va développer la métacognition. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure quand vous avez tenté de toucher vos pieds sans y arriver. Hein, ben c'est ça en fait, c'est la métacognition, c'est-à-dire je ne me laisse pas aller à la première forme de pensée qui me vient à l'esprit, mais j'y réfléchis avant et je m'analyse en train de faire la tâche. Donc ça c'est la métacognition. L'enseignant là est un tuteur facilitateur, accompagnateur, scénariste, très important, hein, scénariste. Et donc là on est dans des formes de pédagogie active avec des scénarios variés. Alors vous me dites variés, oui mais c'est quoi varié ? Pourquoi varier ou qu'est-ce qu'il y a dans varier? Alors voyons. Je vous ai fait un listing qui est non exhaustif, mais juste un premier listing déjà. Et vous me direz ce que vous en pensez. Pédagogie classique, scénario répétitif. Le plus souvent, c'est cours magistral, exercice d'application, en démarche déductive, je verrai ça plus tard, et évaluation sommative. Alors je ne veux pas stigmatiser, hein. Je ne dis pas que ça, il ne faut pas faire. Je dis juste qu'il faut faire aussi d'autres choses. Et je ne dis pas qu'il faut l'enlever, hein. Il faut aussi faire d'autres choses. Alors, parfois, dans le cours classique, on a aussi de la démonstration, bien entendu, hein, c'est évident. Hein. On a aussi du travail en équipe, parfois. Alors en amphi, c'est pas facile, mais dans des plus petites salles, oui. On a aussi du laboratoire, et on a aussi des visites, c'est-à-dire aller voir des ressources du milieu, comme par exemple des géologues qui vont les voir sur le terrain, etc. Voilà. Et en pédagogie active, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de plus? Alors pédagogie active, c'est tout ça, plus... Parce que je ne dis pas que quand on est en pédagogie active, on ne peut pas faire de temps en temps ça. Hein, plus ça. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Je vous en cite quelques-uns. Enseignement par les pairs, oui, parce que c'est ce qu'on cherche à développer au maximum. L'apprentissage coopératif, l'apprentissage par problème, l'étude de cas, l'approche par projet, la découverte guidée, le protocole, l'entrevue, le portfolio, les jeux de rôle, le tournoi, les exposés, la simulation. Groupe de discussion, controverse, robotique pédagogique, évaluation formative, feedback. Tout ça, c'est des possibilités. Il y en a d'autres. Hein. Donc vous voyez que enseigner à l'ère du numérique, ou même en dehors de l'ère du numérique, c'est pouvoir varier dans tous ces scénarios-là. Et si on y intègre le numérique, en plus, on peut mettre de la distance, de la présence, donc faire des choses assez intéressantes, et des choses très immersives, hein, comme par exemple expliquer comment est constitué le corps humain avec des serious games, où on peut désassembler le corps, voir les organes, comment ils sont superposés, etc. On ne peut pas faire mieux que ça, pour comprendre, si ce n'est disséquer, mais ça sera une étape un tout petit peu plus tard. Hein. Bon, donc si on continue dans notre découpage pédagogie classique, pédagogie active, vous avez vu, j'ai entassé, scénario répétitif, évaluation sommative, peu de feedback, et donc on est dans une démarche déductive, et ça il faut le comprendre, c'est-à-dire on part du... Alors bon, ça c'est un petit peu décalé sur Mac, mais on part du cas général,
et par une mise en application, on va vers le cas particulier, avec un taux de rétention qui n'est pas terrible. On le sait tous, hein, que le transmissif comme ça, le taux de rétention n'est pas terrible. Et pour l'enseignant, et ça c'est une notion que j'aimerais bien que vous assimiliez, enfin, je pense que c'est intéressant de la connaître, pour l'enseignant, c'est la posture de la maîtrise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien dans le cours magistral, c'est la maîtrise. C'est je suis là, de toute façon personne n'osera rien dire, à la limite ils font Facebook, ça m'arrange, et puis moi je suis là, je maîtrise ce que je raconte, et puis quand j'ai fini, quoi. Ok ? Et il n'y a pas d'imprévu. À côté, pédagogie active, scénario varié, évaluation formative, beaucoup de feedback, démarche inductive, ça veut dire que je pars du cas particulier, j'en déduis un concept, et après donc je vais au cas général. Et là, le taux de rétention est bien meilleur. Par contre, pour faire ça, il faut faire des pédagogies actives, et pour l'enseignant, c'est bien plus compliqué parce qu'il y a une prise de risque énorme. Alors énorme, après on ne va pas mourir, hein, mais disons, il peut se passer des trucs, des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Merci, c'est ce que je cherchais. Vous me donnerez votre mail. Et pour l'enseignant, c'est la posture du lâcher-prise. Et ça, donc, c'est une notion, je me suis inspiré de Didier Paclin au Boussole du numérique, qui m'a bien éclairé. Moi, ça m'a parlé quand il a dit ça dans la salle. Et quelque part, pour l'enseignant, ça veut dire qu'il faut qu'il accepte de se remettre en question au quotidien. Et ça, c'est dur, quand on a ancré des habitudes. Et de pouvoir dire, j'en sais trop rien, attends, là, tu me surprends. Par contre, ce qui est génial, c'est que tu viens de faire émerger un point qui est intéressant, et ça va nous permettre d'apprendre ensemble. Et c'est ce que les Anglais appellent un teachable moment. Et c'est ça, c'est pendant une question, c'est pendant un problème qu'on va vraiment apprendre quelque chose ensemble. Donc ils sont précieux ces moments-là, il faut justement les créer et aller les chercher. Ça nécessite du lâcher-prise de l'enseignant. Alors du côté des méthodes maintenant, et on va aller plus vite, on va bientôt conclure, donc aussi bien en présence qu'à distance, on part du travail collaboratif, bah oui, parce que si on est en pédagogie active, c'est pas pour... voilà. Hein. Si on y ajoute de l'auto-formation guidée, et pour peu qu'on y ajoute une couche d'outils numériques, à ce moment-là, on va pouvoir aller vers de la formation hybride, de la classe inversée. Oui, j'ai pas le temps, bon, je passe. Et tout ça pour dire que, en citant Michel Serres, notre jeune école doit grandir. Et pour ça, en fait, il va falloir se nourrir de pédagogie et de numérique. Et il le dit très bien en disant, de nos jours, la pédagogie change totalement avec les nouvelles technologies. Bon, vous avez eu le temps de lire. Alors, le numérique, pour revenir aux deux questions du début, est-il une révolution dans la transmission des savoirs? Faut-il changer de pédagogie à l'ère du numérique? Là, je vous renvoie la question, est-ce qu'on doit changer? Bon, d'après tout ce qui a été dit, vous avez un quiz tout à l'heure, hein, faites attention, il y a des questions pièges. Oui, le numérique est considéré, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, comme la troisième révolution dans la transmission des savoirs, et il est sage de penser que nous devons installer de nouvelles formes de pédagogie qui tiennent compte du numérique dans notre système éducatif, notamment pour engager une pédagogie plus active. Voilà. Et j'arrêterai là. Merci. Bonjour. Vous avez parlé du comportement dans la classe, de la pédagogie, mais vous n'avez pas parlé du chevauchement possible entre les cours, c'est-à-dire que une pédagogie peut s'améliorer si les cours se chevauchent un tout petit peu. Il y a une redondance entre les matières. Et est-ce que vous avez vu des impacts, enfin, est-ce qu'il y a des études qui parlent de cet impact-là sur la pédagogie, la compréhension du cours ou l'assimilation? Études, je ne peux pas vous dire, j'en ai en tête, il y en a sans doute. Hein. Maintenant, il est clair que la pédagogie, ça passe par la redondance. Hein. Un message doit être réactivé. Et ça, Steve Masson le dit bien dans ses études sur les neuromythes. Donc à la limite, je vous renvoie au moins vers lui. Hein. Il explique que les connexions neuronales, en fait, elles doivent être réactivées. Alors au début, rapidement, et puis après, on peut espacer. Et il est sage de dire qu'au bout d'un mois, il faudrait reparler du cours qu'on a vu le mois d'avant. Bien sûr, on en a parlé la semaine d'après. Mais après, on peut espacer un peu plus, et puis un mois après, il faudrait réactiver. Et notamment, quand on active des connexions proches, elles ont tendance à se renforcer. Donc ça veut dire que des connexions proches, grosso modo, c'est des concepts qui sont proches.
Et c'est cette notion de réactivation. Donc la pédagogie, c'est bien la redondance de l'information, le fait de la répéter. Je voulais juste parler de cette notion de rétention qui est quelque part révolue avec la notion de transfert, parce que là, on ne parle plus de rétention. Ce n'est pas mon problème en tant qu'enseignant que l'étudiant retienne. L'essentiel, qu'il arrive à construire ses propres connaissances. Et là, on parle plus de cette notion de transfert, et on parle plus aussi de notion de pédagogie active, mais de proactive. C'est-à-dire qu'on passe à l'action et on la prospecte, on l'explore pour arriver. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Je vois pas. Alors, en dehors de notions sémantiques, hein, je pense que les deux choses convergent. Enfin, pour moi, je dirais, c'est la même chose. C'est-à-dire que, bon, proactif, c'est quand effectivement l'étudiant arrive à être dans l'autodirection. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de lui dire apprends ça, mon gars. Il dit, bah oui, bon, j'ai appris ça, mais maintenant, il faut que j'ajoute ça. C'est-à-dire qu'il est dans la proactivité, certes. Bon, donc ça veut dire que là, on aurait parfaitement réussi. Puisqu'il n'a plus besoin de personne, il est dans l'autodirection la plus totale. Mais disons pour ça, il faut d'abord lui apprendre à être actif. Donc si dans la pédagogie et à l'école, mais dès les plus jeunes âges, on leur apprend non pas... Alors c'est souvent fait dans les petites écoles, et puis après quand on monte, on les rend passifs, mais il faudrait qu'à tous les niveaux, en fait, on leur apprenne à être actifs et à être acteurs de leur apprentissage. Et après, bien sûr, plus facilement, ils pourraient être dans l'autodirection. Mais sinon, ça va être compliqué de leur dire bah, débrouille-toi maintenant pour apprendre tout seul et pour imaginer ce dont tu as besoin, si on ne les a pas habitués progressivement. Donc, je pense que c'est très complémentaire. Bonjour. Ah là, je suis là. Je devrais me donner. Content de vous revoir encore une fois avec une très belle présentation. Merci. Mon ami. Alors, ma première question, c'est par rapport, donc, vous avez dit que l'apprentissage, au début, c'est une décision volontaire. Est-ce que vous parlez donc des grands, vous enseignez les grands, c'est-à-dire à l'université, mais quand nous parlons donc des petits à l'école, est-ce que vraiment on peut dire que l'apprentissage, c'est une décision volontaire? Et quand on parle du numérique, au début, ça a des effets néfastes sur la santé. Donc, est-ce que vraiment on peut adapter nos enfants à l'utilisation du numérique et tout cela? Donc, est-ce que c'est vraiment facile à faire? Ensuite, ce que vous avez dit par rapport à la prise de notes. Donc, vous avez dit qu'on devrait appliquer donc un cours interactif et là, nos étudiants ne seront plus appelés à prendre des notes. Mais est-ce que nos étudiants savent vraiment comment prendre des notes? Et lorsqu'on passe un examen après, ils vont vous dire tout simplement, monsieur, on n'a pas vu ça en classe. Par contre, vous avez parlé de ça en classe. Même si vous avez fait un exercice, vous avez fait un workshop ou autre, mais ils n'ont pas l'habitude de prendre des notes. Est-ce que là, on doit ajouter une autre matière qui s'appelle prise de notes pour apprendre ou faciliter plutôt le cours interactif? Merci. Le numérique change beaucoup de choses. Il rend perméable toutes les frontières, hein, qu'elles soient hiérarchiques, économiques, etc. Et donc c'est vrai que ça va induire aussi des changements dans les matières et dans la manière dont on va leur apprendre à apprendre. Alors bon, j'évacue rapidement la question sanitaire sur l'effet des ondes électromagnétiques émises par les microprocesseurs qui émettent des hautes fréquences. Hein. Effectivement, alors bon, les appareils sont de plus en plus blindés, mais pour autant il y a des champs. Alors c'est surtout dans l'émission, hein, les ondes Wi-Fi, les ondes 3G, etc. Donc bon, c'est pas mon métier, donc moi je suis pédagogue et j'utilise ou pas ces appareils, mais effectivement il y a un vrai problème, ou du moins il y a une vraie question de recherche par rapport à l'aspect néfaste de ces appareils. Bon, maintenant, on est tous baignés dans des champs hein, depuis longtemps, et même avant qu'on ait des tablettes à l'école. Hein. Donc ça, c'est une vraie question, et là, je laisse la science et les gens qui sont dans les sciences dures y répondre. Maintenant, en ce qui concerne l'apprendre à apprendre et la prise de notes, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire que je pense qu'à chaque niveau et dans chaque classe, chaque enseignant doit savoir ce qu'il est en train d'apprendre à ses élèves. Et si à un moment donné, je leur apprends à prendre des notes, à ce moment-là, il faut qu'ils sachent prendre des notes. Si par contre je suis en train de leur faire un cours, je sais pas moi, de SVT sur la nature, moi ce que je cherche à leur faire apprendre, c'est la SVT et la nature. Et donc, le fait de leur donner des polis, le fait de leur montrer des vidéos, le fait de faire en sorte qu'il y ait un ancrage mémoriel de ce que je leur transmets, si ça passe par la prise de notes à un moment donné, j'utilise la prise de notes. Si ça passe pas par la prise de notes, ça va pas être ma priorité. Donc je vais pas me focaliser sur la prise de notes, mais bien sûr quels moyens je vais utiliser pour transférer le savoir. Et à des moments donnés, ils vont peut-être faire de la prise de notes ou de la collaboration sur des documents Google Docs, par exemple.
Des fois, ça va être sur papier. Des fois, ça va être en juxtaposant des post-it sur un tableau. Des fois, ça va être directement en allant sur le terrain et en regardant ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, si à un moment donné, je considère que l'outil prise de notes est intéressant, je vais le scénariser. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Et le souci à l'heure actuelle, c'est que l'étudiant moyen passe vraiment beaucoup trop de temps à prendre des notes. Vous savez ce qui se passe dans les universités de nos jours? L'étudiant, il a 2 appareils numériques sur le bureau. Vous savez ce que c'est? L'ordi. Alors ça pourrait être le portable, mais c'est le portable, on va dire, pour ceux qui n'achètent pas le deuxième, mais sinon c'est le dictaphone numérique. Alors le portable fait dictaphone numérique, c'est pour ça que je dis c'est le portable. Et on voit de plus en plus d'étudiants qui enregistrent les cours. Il y en a qui le font parmi vous? Levez un peu la main pour voir. Voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est vrai. Hein. Et prennent des photos. Et donc après, comme ça, ils réécoutent, etc. Donc ça, c'est un style d'apprentissage. Des gens qui ont besoin d'une deuxième écoute et une analyse plus fine. Et ils enregistrent. Vous imaginez après le temps que ça prend, etc. Donc, la prise de notes, on va dire, s'ils enregistrent, c'est pas pour prendre des notes, ou peut-être après au clavier, ou peut-être par transcription automatique. Mais en tout cas, toutes ces formes-là vont changer avec le numérique, et on n'est encore qu'au début, parce que bientôt la transcription automatisée va fonctionner.